Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les vendeurs de fruits, les vendeurs de légumes. Comme tous les candidats à la présidentielle, je viens faire chier les commerçants. Le candidat que l'on n'attendait pas. À Niort, hier en plein marché, ce super-héros a annoncé vouloir se présenter à l'élection présidentielle. Malgré des propositions pas toujours très claires, il a vite su conquérir l'intérêt des électeurs. Alors monsieur, pour aller faire vos courses, Super Rebelle vous donne de l'argent. Vous avez tout, vous pouvez vous acheter le marché, monsieur, avec ça. Malheureusement, ce généreux candidat n'est autre que l'humoriste Christophe Alévêque. Dommage, la campagne avait soudain pris une toute autre allure. Super Rebelle, président pour la France. Super Rebelle soutient les vendeurs de légumes. Plus sérieusement, si la campagne électorale bat son plein avec meetings et discours quotidiens, les débats tardent à décoller quand les candidats ne refusent pas carrément de débattre, à l'instar de Marine Le Pen. À moins de 60 jours du scrutin, seuls 3% des sondés affirment ne pas avoir d'avis sur cette élection. Mais 3%, c'est déjà un score enviable dans une élection de cette importance et un score qui a un sens selon ce défenseur du vote blanc. Je peux me permettre, c'est une information sur la reconnaissance du vote blanc. La reconnaissance du vote blanc. À chaque élection, il entre en campagne, pas nécessairement pour être élu, mais surtout pour faire avancer une certaine idée de la démocratie. Je peux me permettre, je vous donne une information concernant la reconnaissance du vote blanc. C'est voté, mais ça montre qu'on n'est pas d'accord juste avec ce qui est proposé, quoi. Moi, je pense que ça devrait être reconnu, ouais. Dès lors qu'on parle de démocratie, ça alerte déjà. Et ensuite, dès qu'on parle de reconnaissance de vote blanc, tout de suite, ça accroche. La politique, Gérard Gauthier s'y intéresse depuis l'adolescence. Militant infatigable, il rêve de ramener les Français aux urnes depuis 1989. On sait à peu près que 60 à 65% des gens maintenant ne vont plus voter. Les députés possèdent la possibilité de voter blanc à l'Assemblée nationale. Pourquoi le refusent-ils aux citoyens ? Ce serait exactement, si vous voulez, comme la bombe atomique pour la paix. Eh bien, ce serait une épée de Damoclès dont on ne se sert pas, mais qui est un risque. 23 ans de combat politique et pas une loi dans ce sens. Après la présidentielle de 2002, l'Assemblée nationale a voté un texte séparant les votes blancs des votes nuls. 9 ans plus tard, cette loi n'est toujours pas arrivée au Sénat. Avec son association Blanc s'est exprimé, Gérard Gauthier propose une autre voie contre l'abstention et les extrémismes. Aujourd'hui, on a bien sûr le droit de voter, mais l'expression du vote est confisquée, en fin de compte, au niveau de la démocratie, par le système en place. Aujourd'hui, on vote beaucoup plus par défaut que par adhésion à quelque chose. Chef d'entreprise, conseiller régional de Bretagne par accident, ce franc-tireur de 74 ans qui ne dort que 3 à 4 heures par nuit bataille sans relâche contre le cumul des mandats et les amnisties d'élus condamnés par la justice. En somme, pour une gouvernance plus légitime. La proposition que je fais par rapport au vote blanc, c'est que s'il y a 30% de vote blanc, eh bien, on remet l'élection. On nous amène dans un entonnoir à dire vous allez prendre le moins mauvais, quoi. Hein, c'est pas ça. Il faut que ce soit en termes d'espoir. Gérard Gauthier n'obtiendra pas ses 500 signatures, mais si d'aventure ces idées pouvaient enfin être entendues par la classe dirigeante, ce serait déjà une fameuse victoire pour cet amoureux de la démocratie. 6 à 24 mois de prison avec sursis, ce sont les peines qui ont été prononcées à l'encontre de 3 des 7 policiers impliqués dans la mort d'Hakim Hajimi. Ce jeune homme décédé par asphyxie lors d'une interpellation violente à Grasse en mai 2008. Des condamnations qui ont provoqué la colère de la famille de la victime. Je dis que c'est pas cher payé et que la justice sont complices dans l'impunité policière. Et on voit très bien qu'on n'a pas encore de juges qui sont capables de condamner des policiers. Et les 4 autres policiers impliqués ont été relaxés. Après 4 jours de procès, le verdict est tombé dans l'affaire du double meurtre du pont de Neuilly. David Sagnaud a été condamné par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à une peine de 30 ans de prison assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Cet ancien sans-abri de 37 ans a été reconnu coupable du meurtre de 2 femmes, dont l'un avait entraîné la condamnation de Marc Machin, ensuite libéré. La cour est restée en deçà des réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé la réclusion à perpétuité. J'ai besoin au plus vite de la mise en place d'un cessez-le-feu.
L'appel à l'aide des journalistes français pris au piège à Homs en Syrie sous un déluge d'artillerie. La journaliste du Figaro, Edith Bouvier, blessée dans l'explosion qui a tué Rémi Hochlik et Marie Colvin, demande un cessez-le-feu pour permettre son évacuation vers le Liban. Un journaliste britannique se trouve dans la même situation. À Bayeux, la ville qui chaque année honore et distingue les reporters de guerre, l'émotion est forte. Sur ce mémorial sont inscrits les noms de plus de 2000 journalistes morts dans l'exercice de leur profession depuis 1944. Ceux de Marie Colvin et de Rémi Hochlik viendront prochainement s'ajouter à la liste macabre. L'émotion est également très vive dans cette école de photo dont Rémi Hochlik était l'un des plus brillants espoirs. Dans cette école, Rémi Hochlik a appris son métier. C'est ici qu'il prépare son premier grand reportage. Le publier aujourd'hui tombe sous le sens. C'était sa raison d'être, sa raison de vivre. En 2004, Rémi Hochlik doit réaliser son mémoire de fin d'études. Il a 21 ans et décide de partir seul en Haïti. C'était une envie irrépressible, il fallait qu'il y aille. Et il avait dit à sa maman qu'il partait au sport d'hiver avec des copains pour ne pas l'inquiéter. Rémi Hochlik parcourt alors les rues du pays en proie aux émeutes. Il immortalise la rébellion et le coup d'État avec une exigence, jamais de recadrage. Il s'approchait très près avec son 35 mm. Il était auprès des gens qui souffraient. Il allait jusqu'au bout de sa démarche, c'est-à-dire montrer l'horreur, la misère, la peur, la guerre telle qu'elle est, et non pas telle qu'on aimerait la rendre artistique, jolie ou belle. Rémi dénonçait quand même ces atrocités. Qu'est-ce qui le poussait à faire ça, je ne sais pas. Mais c'était irrépressible chez lui. Ici, Rémi Hochlik a été l'un des rares à choisir la voie du photojournalisme. Aujourd'hui, l'école entière rend hommage au courage d'un reporter de guerre reconnu et primé par la profession à plusieurs reprises. 8 390 €, c'est le tarif en moyenne du mètre carré à Paris. Les prix des logements anciens ont battu un nouveau record pour la fin d'année 2011. Mais 2012 devrait marquer un tournant avec une baisse des prix de 5 à 10%, un tassement du marché déjà ressenti par les professionnels. Ici, vous avez le séjour. Sur votre gauche, vous avez la salle à manger. 105 mètres carrés en rez-de-chaussée, dans le 12e arrondissement, avec 3 chambres. Ici, l'espace nuit avec les chambres et les salles de bain et salles d'eau. Un bien assez recherché, notamment par les familles, mais il a fallu 7 mois pour le vendre. Le prix est passé de 750 000 € en estimation à 625 000 à la vente. Le marché ralentit. Résultat, acheteurs et vendeurs doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Quand effectivement le marché est plutôt dans une phase ascendante, tant en termes de demande qu'en termes de prix, si un bien vaut 100, on peut très bien le mettre en vente à 102, 103, 105. Mais quand on est dans un marché difficile, tendu, avec moins d'acheteurs, moins de biens à vendre, mais néanmoins moins de transactions, si le bien vaut 100, il vaut mieux le mettre à 99 pour pouvoir le vendre à 99. Vous avez indiqué avoir un projet de mise en vente pour ce bien. Sur cette plateforme d'estimation immobilière, les agents notent une baisse du nombre de transactions. Depuis l'année dernière, 30% d'acheteurs en moins, des acheteurs freinés par de nombreux facteurs. On a resserré les conditions d'accès au crédit. Les banques prêtent moins facilement, surtout depuis septembre dernier. On a enlevé des dispositifs d'aide à l'accession, comme le prêt à taux zéro plus. Et puis, il y a un climat d'incertitude face aux échéances électorales, où on parle beaucoup de logement. Pour celles et ceux qui disposent déjà d'un financement, les mois prochains pourraient certainement être un bon moment pour investir. Plus de temps pour choisir, des prix plus stables, mais il ne faudra cependant pas compter sur une dégringolade des valeurs immobilières. Marguerite, Blanche, Noiraude, mais aussi Nicolas, François, Jean-Luc et les autres. Les vedettes traditionnelles du Salon de l'Agriculture s'apprêtent à vivre au rythme des visites officielles de candidats, avec petites phrases et polémiques. Nicolas Sarkozy a tiré le premier en affirmant que les agriculteurs étaient victimes de suspicions en matière d'environnement. Bref, à partir de demain et jusqu'au 4 mars, porte de Versailles, on devrait à peu près tout entendre et même tout voir, qu'il s'agisse de politique et même d'agriculture. Ce ne sont pas des spaghettis aux épinards, ni de la viande aux hormones végétales, mais du savon au thé vert. Nicolas Brun était pâtissier pendant 10 ans. Le savon, c'était juste une activité annexe, mais il s'est pris au jeu de la création et des mélanges. Alors depuis 3 ans, c'est son métier, artisan savonnier.
Je rajoute des parfums dans ma base savon qui est neutre et à partir de cette base savon, on peut donc soit faire à la framboise, au thé, mais ça restera toujours la même base savon. Hein. Son chiffre d'affaires, il le réalise avec la vente en boutique, mais aussi sur les marchés, dans les salons. Alors quand les responsables du Crépal, le comité pour la promotion des produits agroalimentaires, lui proposent d'aller au salon de l'agriculture, il n'a pas hésité, même si le coût paraissait élevé, 2 500 € pour les 10 jours. C'est vrai que c'est un coût, donc l'année dernière c'était un peu le stress au départ parce que je me suis dit est-ce qu'on va réussir à relever le challenge et finalement j'ai eu une bonne presse, ça s'est bien passé et c'est pour ça que cette année sans problème je remonte à Paris, il y a des clients d'ailleurs qui m'appellent pour me demander si je viens ou pas. Et promotion du Limousin oblige, Nicolas a dû créer des produits mettant en valeur le terroir. C'est un savon que j'ai fait en forme de feuille de châtaignier qui est bien sûr l'emblème de la région et parfumé à la châtaigne et au miel. Savon au lait d'ânesse, au chanvre ou aux karités, Nicolas s'apprête à transporter sa caverne d'Ali Baba vers la porte de Versailles. Départ vendredi pour la capitale. Dans les Alpes, l'hôpital de Grenoble affiche complet. Épidémie de grippe, accident de ski. Le CHU doit faire face à un afflux de patients inhabituels. Une situation exceptionnelle qui a contraint le centre hospitalier à déclencher le plan hôpital en tension. Les patients sont désormais invités à se tourner en priorité vers leur médecin traitant. Il y a d'abord la grippe, une épidémie qui a gagné les Alpes et face à la fièvre, face à des symptômes qui les inquiètent, les malades parfois s'affolent et vont directement aux urgences. Il y a ensuite les vacances à la montagne, les touristes affluent, les genoux se déboîtent, les jambes se brisent, l'hélicoptère tourne à plein direction l'hôpital. À Grenoble, les urgentistes et les chirurgiens sont débordés. C'est un festival de plâtre, de pansements, de coutures et de réparations en tout genre. Enfin, il y a les virus. La vague de froid, à l'instar de la canicule, c'est un petit peu paradoxal, mais a probablement rendu beaucoup de patients vulnérables, malades de maladies respiratoires et plus sensibles aux virus respiratoires. La grippe certes, mais d'autres virus qui circulent en ce moment. Conséquence, le CHU de Grenoble a déclenché le plan hôpital en tension. C'est une procédure indispensable face à l'engorgement des urgences. On arrive à un niveau de saturation et c'est à ce niveau de saturation qu'on déclenche l'hôpital sous tension. C'est-à-dire qu'on demande à la population d'une part de ne venir que si vraiment leur état de santé le nécessite. On demande la collaboration du réseau de médecins libéraux de ville pour essayer de prendre en charge au mieux ces patients et on sollicite aussi les autres établissements de santé du bassin sanitaire pour faire l'inventaire des lits disponibles et des possibilités d'accueil de patients. Partout en France, les services d'urgence manquent de lits. À Grenoble, certains patients attendent dans les couloirs. Alors, si vous souffrez de simples bobos ou d'une grippe banale, respectez bien le conseil élémentaire du docteur Brion. Le médecin traitant doit être le recours premier face à toute démarche médicale. Le 15 existe aussi, mais évitez de venir aux urgences, ce d'autant que les délais d'attente risquent d'être importants pour des pathologies relativement mineures. Ils ont choisi de passer leurs vacances à la neige dans leur camping-car. Dans les Pyrénées, plus de 200 familles ont séjourné cette semaine sur ce parking aménagé par la mairie de Superbès, au pied des pistes. Une formule qui séduit de plus en plus de vacanciers épris de liberté. Si jamais vous n'avez pas de neige ou il fait très mauvais, vous pouvez repartir. Vous voyez, là on serait retourné sur les Alpes. C'est tout bête, mais voilà, on s'organise différemment aussi, quoi. Des vacances au sport d'hiver que certains touristes mettent à profit pour s'initier à de nouveaux sports. À Saint-Gervais, la station leur propose de découvrir le curling grâce à une piste permanente. Pendant que certains profitent du soleil, d'autres s'initient à de nouvelles pratiques. On l'appelle la pétanque des glaces. Le but, envoyer la pierre de 19,6 kg au milieu de la cible sur une piste de 42 mètres. Le curling nécessite technique et stratégie. L'avantage, cette discipline s'apprend vite. Au bout d'une heure, ces vacanciers s'amusent déjà. Moi j'ai trouvé ça très rigolo, très sympathique, une bonne ambiance. Et puis c'est vrai qu'on se prend vite au jeu. C'est tactique, mais en même temps c'est sympathique aussi. Et c'est rigolo. Le but au curling, c'est de mettre le plus de points possible. Donc les pierres, elles doivent être dans la maison. 9 € pour 2 heures d'initiation. Le curling est vraiment abordable. Le problème, il y a peu d'adeptes et d'endroits pour jouer dans l'Hexagone.
À chaque fois, il y a une patinoire, mais il n'y a pas systématiquement une piste de curling. Alors qu'en Suisse, Canada bien sûr, vous avez des pistes, des halles de curling, comme un bowling en fait. On n'est pas assez nombreux. Je vois rien qu'en junior, on est 5 équipes à faire de la compétition. Donc, c'est vrai que c'est sympa de jouer contre des anciens, mais c'est vrai qu'avec des jeunes de notre âge, c'est mieux. La Fédération française de glace a recensé 300 adhérents cette année. Pour comparaison, nos voisins suisses sont 10 000 licenciés. Tout de suite, votre édition des initiatives.